Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans Dimanche en politique, une édition un peu spéciale cette semaine puisque nous avons choisi de quitter nos studios pour nous installer ici à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor en marge du festival Aroc qui a commencé ce week-end et pour évoquer évidemment aussi le coup d'envoi de la fête de la Bretagne. L'occasion pour nous de poser cette question. Aujourd'hui, à l'heure où l'on parle de mondialisation et quelquefois même de recentralisation, l'identité bretonne est-elle malmenée? Je vais dans quelques instants rejoindre mes invités pour lancer le débat. Avant cela, une petite mise en bouche teintée d'humour et la preuve que la Bretagne jouit encore d'une sacrée cote d'amour. Écoutez, c'était en février dernier sur les ondes de Radio Nova, le comédien Édouard Baird nous faisait cette très belle déclaration. Bretagne, tous là-bas, fuyons les climats continentaux, tous vers l'océan, vers les climats océaniques, vers les climats tempérés, quand la pluie est une caresse, le soleil une promesse. Les nuages se dissipent puis reviennent, un mouvement incessant, saccadé, comme la marée de nuages. Tu l'as dans le cœur et aussi au-dessus de la tête. Tous en Bretagne, tous à Douarnenez, à Quimper, à Concarneau, tous à Ploemeur, à Quiberon, tous à Perros-Guirec, tous là-bas, pour échapper à l'hiver des choses, à cette main froide qui se serre sur nos cœurs et qui nous fait glacer. Là-bas, toi et moi, roulant dans le varech, nous aimant à nouveau dans les caresses salées, les baisers retrouvés. Nous serons bretons, mon amour. Ah oui, mon amour, nous serons bretons, viens. Voilà, toute la dérision et l'humour d'Édouard Baird pour cette ode à la Bretagne. Laissez-moi vous présenter nos trois invités. Jean-Michel Le Boulanger, bonjour. Bonjour. Universitaire, vice-président du Conseil régional chargé de la culture. Vous êtes le coordinateur donc, de cette fête de la Bretagne qui bat son plein depuis ce week-end, qui va se poursuivre jusqu'au 27 mai. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage qui fait référence sur l'identité breton. Son titre, Être breton avec un point d'interrogation. C'est important, aux éditions Palantine. Yannick Carlogot, député de La République En Marche des Côtes-d'Armor. Bonjour, merci d'être avec nous. Précisément, vous êtes le député de la circonscription de Guingamp. Député bretonnant, il faut le souligner, parce qu'il n'y a pas beaucoup de parlementaires bretons qui parlent couramment le breton. Il y en a trois. Trois, et Vous, merci Paul Molac, d'avoir empêché d'Aron Namant, Vidarvesh Kentan, Paul Molac, Marc Le Fur et vous-même. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Patrick Mahé. Bonjour Patrick, ancien rédacteur en chef de Paris Match et de Télé 7 jours. Aujourd'hui, vous êtes de retour sur vos terres, les terres du Morbihan. Vous êtes conseiller municipal à Vannes et vous êtes aussi membre de l'Institut culturel breton et l'organisateur du salon Livre à Vannes qui va débuter le 8 juin prochain. Le 8 juin, oui, du 8 au 10 juin. Bel événement littéraire qui a lieu au pied des remparts à Vannes. Au pied des remparts, avec environ 250 auteurs, dont beaucoup d'auteurs de pays d'ailleurs, c'est important. Et puis des grands noms de la littérature, y compris internationale cette année. Je vous l'annonce, c'est d'aujourd'hui, donc c'est tout à fait neuf. Colum McCann qui viendra de New York, qui est irlandais et qui est professeur de littérature créative dans une université de New York. Une belle affiche. Alors, une petite réaction pour commencer à cette pastille que l'on vient de diffuser, cette pastille d'Édouard Baird. Est-ce que finalement, ce ne sont pas les autres, ceux qui ne sont pas bretons, qui parlent le mieux de la Bretagne? Qui veut commencer? Je crois pas, j'ai l'impression que les Bretons sont fiers de parler de la Bretagne et les Bretons partout dans le monde sont fiers d'avoir un Gwenadu. Cette fierté-là, elle est forte. Et alors que des gens comme Édouard Baird et beaucoup d'autres parlent aussi en bien de la Bretagne avec le sourire, c'est formidable. Alors un mot sur cette fête de la Bretagne qui vient de commencer, 10e anniversaire, c'est le conseil régional qui est à l'origine de cette initiative. Aujourd'hui, 180 communes mobilisées, c'est ça? Oui. 300 événements programmés. Oui. C'est quoi l'idée de cette fête de la Bretagne? L'idée, c'est tout bête, c'est tout simple, c'est un plaisir de Bretagne. Les gens se sentent bretons, on le disait à l'instant, cette fierté, exprimons-la. Exprimons-la dans des fêtes populaires, exprimons-la à travers la musique, à travers tous les éléments qui construisent les éléments d'être ensemble, de vivre ensemble une émotion partagée. Fêtons la Bretagne, en Bretagne, à 5 départements, en France, et partout dans le monde où il y a des Bretons qui ont envie de le faire. Alors Yannick Carlogot, est-ce qu'il y a besoin encore aujourd'hui de réaffirmer son identité bretonne, voire de la revivifier? Je partirais peut-être de ce que je vis à l'Assemblée nationale, à savoir avec l'ensemble des députés bretons. Je dirais que spontanément, il y a eu cette envie de travailler ensemble, de lier des liens et effectivement, on a ce besoin irrépressible de rappeler qu'on est breton. Fête de la Bretagne, Patrick, c'est peut-être l'équivalent dans les années à venir de la Saint-Patrick. Ça peut être une ambition raisonnable? Ce serait magnifique. La Saint-Patrick, elle remonte au 19e siècle depuis New York. C'est à New York qu'elle a commencé d'abord.
puis après elle a pris son ampleur en Irlande. Mais je profite de l'occasion pour annoncer aussi, et devant Jean-Michel de Boulanger justement, que nous, la ville de Vannes, en accord avec David Robot le maire, nous souhaitons que la ville de Vannes soit totalement intégrée dès 2019 à la programmation de la fête de la Bretagne, car se fêter et bien vivre ensemble, eh bien c'est notre unanimité. Alors, on va revenir à la question que nous posons aujourd'hui. La Bretagne voit-elle son identité malmenée? Il faut bien sûr parler pour cela de l'avenir de la langue bretonne. Il y a des chiffres parlants qui font un peu mal quand même. Début du XXe siècle, 1 million de locuteurs. Début du XXIe siècle, 200 000. Il n'empêche, beaucoup aujourd'hui se battent pour faire vivre cet élément de notre patrimoine, avec un point d'orgue chaque année. C'est la fameuse course, la Redadeg, course en relais, 1800 km, une grande boucle qui est partie de Quimper pour rejoindre Plouguerneau. Vous étiez à l'arrivée, je crois, Yannick Carlegotte. L'idée, c'est de promouvoir la langue bretonne, mais aussi de récolter des fonds. Regardez. Arvaz, le témoin, symbole de la langue bretonne et de sa transmission, est arrivé à Quimper par la mer, à bord des yawls qui ont remonté l'Audet. Direction la place Saint-Corentin, au pied de la cathédrale. À 19h, le premier kilomètre est lancé. Durant 2 heures, écoles, associations culturelles, sportives, médias, élus se passent le relais de main en main, courant en boucle dans le centre-ville. En fait, la Redadeg, ça permet aussi de rassembler les gens qui ne parlent pas breton et de connaître aussi la langue, aussi en fait toute l'énergie qui est autour de la langue. Nous faisons tous partie, que ce soit la danse, la musique ou la langue ou la géographie, on fait tous partie d'un maillon de la chaîne et sans l'un, sans l'autre, on peut pas vivre. Brezonec, Applija dur, breton et plaisir. Durant une semaine, nuit et jour, chaque kilomètre vendu finance des projets en faveur de la langue bretonne et légitime ce combat sur le modèle de la Corica du Pays Basque. La Corica comme la Redadeg, c'est des journées de fierté de ces langues minorisées, mais prisées pendant très longtemps, qu'on a voulu écraser, qu'on a voulu faire disparaître de la carte de la planète. Et heureusement, il y a des gens qui ont maintenu ça et qui aujourd'hui sont organisés, se rassemblent. Et ces courses, la Corica comme la Redadeg, à mon avis, sont un très bon vecteur pour fédérer toutes ces énergies. Énergie combative que le petit Fanche a certainement ressenti avant de courir son kilomètre, lui dont les parents se battent pour avoir le droit d'écrire un N tilde sur son prénom. C'est surtout un grand symbole, ça fait quand même, il va avoir 1 an dans quelques jours, là, la semaine prochaine, avant que la Redadeg arrive. C'est devant la mairie de la ville de Quimper, là où tout a commencé. Donc oui, gros symbole. Fanche, ses parents, ses sœurs et frères ont couru le kilomètre 21, le dernier sur Quimper, celui qui symboliquement a lancé la 6e édition de la Redadeg. Voilà justement, cette polémique-là, c'est justement sur le choix des pronoms bretons, polémique qui est survenue il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Derchen avec un apostrophe, refusé par un officier d'état civil, Fanche avec un tilde. Est-ce que ça illustre aussi un peu cette incompréhension, cette incompatibilité, on va dire aujourd'hui, entre des usages régionaux et ce qui est le droit, ce qui est le code civil aujourd'hui? Yannick Carlegotte? Incontestablement, mais j'ai envie de dire, au-delà de toute la communication qui s'est faite à travers cette affaire, je pense qu'il ne faut pas attendre de résultats immédiats ou de reconnaissance immédiate. Continuons à œuvrer pour la langue bretonne dans l'espace public, dans son apprentissage. Cette affaire-là a été une manière de singulariser. C'est un non-événement pour vous, Patrick Mahé, par exemple, cette histoire Pas du tout, pour moi c'est un événement très important de pouvoir faire en sorte que les gens en Bretagne puissent choisir individuellement les prénoms qui leur conviennent. On ne va pas faire leur bonheur malgré eux, mais leur bonheur avec eux. Et donc, il faut respecter le choix des parents pour Fanche. Vous savez, il y a des années, il y a une famille qui s'appelle la famille Le Gornic qui a été interdite d'identité pendant des années. Et finalement, elle a fini par enfin exister. Et bien, ça sera la même chose. Jean-Michel Boulanger, je me tourne vers le spécialiste de la culture bretonne. On va faire un rapide bulletin météo de la promotion de la langue bretonne. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de locuteurs? Est-ce que le nombre va toujours en décroissant ou est-ce qu'il y a un rebond aujourd'hui, un rebond de la demande de langue bretonne? Non, on est confronté pour la langue bretonne comme pour la langue galaise à un phénomène que l'on connaît dans le monde entier. Ce sont des langues objectivement menacées. Les Bretons ont construit des outils. Diwan n'est pas né d'une autorisation de Paris. Diwan est né d'une mobilisation. Les 2 filières bilingues, dans le public et dans le privé, sont nées d'une mobilisation de parents
qui ont construit pierre après pierre un édifice qui amène aujourd'hui 17 000 élèves en gros dans les trois filières et beaucoup d'autres dans les cours qui se sont proposés aux adultes. C'est important, ce n'est pas suffisant et la langue bretonne, comme d'autres langues dans le monde, est aujourd'hui intrinsèquement menacée et c'est un drame. On parle de la biodiversité. C'est un drame aussi, la biodiversité, son évolution tragique. Mais les langues, elles disent toujours des manières d'être au monde. Et la langue bretonne, comme les autres, ont raconté une aventure. Il faut que cette aventure continue à perdurer, évidemment. Alors là, je me tourne vers le parlementaire, Yannick Carlogotte. Où on est-on de cette fameuse ratification des langues minoritaires, charte européenne qui n'est toujours pas ratifiée par la France? Est-ce que c'est un dossier là qui a été un peu mis sous le tapis ou qui aura bientôt une actualité? Juste avant de vous répondre, vraiment pour rebondir sur ce que Jean-Michel disait, regardons devant. Vous avez rappelé tout à l'heure l'historique entre le million de locuteurs et les 200 000 aujourd'hui. Il y a une frénésie, il y a un frémissement, un frémissement. Quand on va à Plouguerneau et qu'on voit l'ensemble de ces familles présentes et au témoignage des organisateurs de ne pas avoir vu à la fois autant de monde et surtout autant de diversité dans les âges, on a là un signe. Et moi, je reste convaincu que ce besoin de singularité ou en tout cas d'existence à travers la langue va se développer. Alors, ce dossier de la ratification, oui, rapidement. Oui, écoutez, voilà 1 an que nous sommes installés. Un groupe d'études, notamment au sein de l'Assemblée nationale, je dirais transpartisan, réunissant des députés de différentes régions où la langue régionale est encore une réalité, entendent bien justement revendiquer cette charte. Elle est signée, elle n'est pas ratifiée. Il nous reste encore 4 ans. Bon, affaire à suivre. Alors, faut-il rappeler, on arrive à la deuxième partie de l'émission. Oui, Patrick, rapidement. Un tout petit mot rapidement. La demande, en tout cas, se fait, par exemple, nous-mêmes à Vannes actuellement. Nous sommes saisis de la demande de Diwan pour créer un lycée Diwan qui permettra aux parents d'élèves du pays nantais, du pays rennais, de ne pas aller seulement à Carhaix, ce qui est très éloigné en fin de compte, et d'avoir un point d'ancrage important, en accord avec la région naturellement et le département. Alors, on arrive à la deuxième partie de l'émission qu'on a intitulée La Bretagne versus Paris. C'est vrai que les relations sont quelquefois compliquées entre Paris et la province, car nous sommes dans une république et nous ne sommes pas, contrairement à d'autres pays européens comme l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, un État fédéral. Autant dire que notre histoire et notre quotidien est toujours un peu dominé par ce rapport, Paris et la province. Illustration avec le dessin de la semaine fait par notre dessinateur Loïc Schwartz. Regardez, voilà deux ambiances, 2 époques. Hier, les Bretons montaient à Paris. Ils étaient souvent traités de pecnos, pour pas dire. Et aujourd'hui, ce sont les Parisiens qui descendent en Bretagne et qui sont un peu traités de bobos. Est-ce que le rapport s'est inversé? Est-ce que le complexe de Bécassine existe toujours, Jean-Michel Le Boulanger? Et on va en profiter justement pour voir les images du film Bécassine qui sort le 20 juin prochain, un film réalisé par Bruno Podalides. Voilà. Est-ce que le complexe de Bécassine s'est terminé aujourd'hui en Bretagne? Je crois que les Bretons ont dépassé ce complexe. Les Bretons l'ont dépassé. Par contre, on vit toujours dans un État extrêmement centralisé, vous le disiez. C'est une singularité en Europe, il faut le dire. Et moi, je pense que ceux qui imaginent continuer à faire vivre une république très jacobine, très verticale, très centralisée au XXIe siècle sont les ploucs de notre temps, pour reprendre les expressions qui apparaissaient tout à l'heure à l'écran. Les Bretons étaient les ploucs jadis. Ceux qui n'acceptent pas la vitalité des territoires aujourd'hui et qui continuent au XXIe siècle à imaginer que la France peut être gérée comme elle l'était au XIXe, à mon avis, sont en retard. Ce sont les ploucs d'aujourd'hui. Yannick Carlogotte, vous êtes dans la majorité. Vous êtes La République en marche est au pouvoir, est aux manettes, comme on dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat de votre collègue costarmoricain, Marc Le Fur, qui disait récemment dans la presse « Jamais Paris n'aura fait autant de mal à la Bretagne en si peu de temps ». Il fait allusion évidemment à Notre-Dame-des-Landes, au dossier LGV, où il y a des questions encore sur Paris-Quimper à 3 heures de Paris. Est-ce que vous partagez son sentiment aujourd'hui? Non, absolument pas. D'abord parce qu'une décision a été prise et de manière irrévocable après des années de non-décision. Et que maintenant les efforts doivent se concentrer sur l'existant, notamment, vous avez parlé de la ligne LGV, mais moi je pense aux aéroports, et faire que nos aéroports bretons existants doivent être accompagnés par l'État auprès de la région pour qu'effectivement ils aient toute leur place. Mais de là à dire qu'on a abandonné la Bretagne, non, je ne partage pas du tout cette... Qui sont les... Deux choses, si vous le permettez. Moi, je remarque aussi les passes d'armes des parlementaires à l'Assemblée, quand il s'agit de défendre la langue bretonne, par exemple. Il faut voir les arguments qu'on leur oppose.
Ce sont des arguments totalement éculés. Et là, Jean-Michel Boulanger a parfaitement raison. On est dans un autre monde. Je ne citerai pas de parti politique, ça n'a rien à voir. Mais la manière qu'on a de les affronter, de les tourner en dérision, de sortir des arguments du genre, mais la langue bretonne est anti-républicaine, par exemple. Enfin, depuis quand? Mais ça veut dire quoi? Alors justement, qui sont les relais aujourd'hui à Paris, au plus près du pouvoir, au plus près de l'Élysée, pour défendre aujourd'hui le fait régional, le sentiment régional? Jean-Yves Le Drian est au Quai d'Orsay, il est plus sur la scène nationale, on va dire, la vie politique nationale. Voilà, qui aujourd'hui relaie pour vous? Alors, il n'y a plus comme on a connu à une époque le CELIB, par exemple, qui était le centre d'études et de liaison des intérêts bretons. Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Ou même le MOB, qui voulait dire Mouvement pour l'organisation de la Bretagne. Et qui avait une devise à l'époque que les maîtres du marketing n'auraient pas désavoué. Aménager l'appartement Bretagne au sein de l'immeuble France du quartier Europe. C'était dans les années 50 quand même. Et ça n'a pas pris une ride tellement cette demande-là. En revanche, il y a des dîners celtiques à Paris, il y a des associations comme Paris Brace Media, mais il n'y a plus actuellement un organisme fédérateur, au-delà des partis politiques, justement, qui pourrait avoir une influence. Jean-Michel Le Boulanger, est-ce qu'aujourd'hui les conditions politiques sont réunies pour créer une sorte d'union sacrée, une sorte de célib bis, New Look on va dire, par exemple par l'intermédiaire d'une assemblée unique de Bretagne? Oui, c'est autre chose. Ouais. L'Assemblée unique, c'est une institution, une collectivité. Là, vous parlez de l'organisation d'un lobbying, en quelque sorte. C'est autre chose. Ça existe. Jean-Yves Le Drian, il est toujours là. Le président du principal groupe à l'Assemblée nationale, le groupe La République En Marche, est un Breton, conseiller régional par ailleurs, et sensibilisé au dossier breton. Et on a vu dans la période récente, depuis une dizaine d'années, à chaque fois que les intérêts bretons étaient menacés, on a vu autour de quelques figures, et de Le Drian en particulier, un certain nombre d'autres parlementaires de tous les bancs se fédérer pour porter la voix bretonne. Ça continue à se faire. Ce n'est pas sous la forme d'une institution comme le CELIB, mais ça existe toujours. Yannick Erlegotte, vous sentez cette union sacrée possible entre, par exemple, tous les parlementaires? Bon, alors, ils sont très, très République En Marche en Bretagne, hein. Mais est-ce que vous sentez, avec des sénateurs par exemple, ou avec... est-ce que vous sentez aujourd'hui que des relais se font et que vous vous sentez écouté aujourd'hui au cœur du pouvoir? En tout cas, il y a une envie de travailler ensemble, ça c'est indéniable. Et je vous le disais en début d'émission, cette envie spontanée de se retrouver et de travailler ensemble, elle est effective aujourd'hui. On pourrait prendre quelques sujets, par exemple, je pense... un exemple concret justement. La loi logement, les dents creuses sur le littoral, et cette volonté aujourd'hui d'interpeller Paris pour rappeler qu'on est dans des lois figées qui poussent jusque l'absurde l'application des règles lorsqu'on a des hameaux et un habitat dispersé comme le nôtre en Bretagne, dans lequel on pourrait encore aujourd'hui densifier des villages. Il y a un lobby breton qui joue là, il y a du lobbying qui se fait. Écoutez, on peut l'appeler comme ça. C'est pas un gros mot, hein. Non, effectivement, mais c'est un terme que j'ai du mal, moi, personnellement, à utiliser. Je préfère dire une envie de travailler ensemble avec des sénateurs, et puis au-delà des clivages, on retrouve Marc Le Fur complètement sur le combat de la langue bretonne, par exemple. Allez, on poursuit notre émission. Pour exister, le nerf de la guerre, c'est aussi l'économie, c'est aussi les marges de manœuvre financières. On parle de recentralisation rampante aussi au niveau de l'économie, au niveau des entreprises. Dernière affaire en date, celle qui concerne la banque mutualiste Arkea. Alors la partie bretonne de la Confédération du Crédit Mutuel réclame aujourd'hui son indépendance. Il y a eu une pétition signée par de nombreuses personnalités venant de tous les horizons. Et puis jeudi dernier à Paris, près de 6000 manifestants ont une nouvelle fois réclamé cette volonté de couper les ponts. La marche vers l'indépendance est semée d'embûches et vous allez le voir, et soulève encore pas mal d'interrogations. Regarde. Au siège d'Arkea à Brest, le logo de l'indépendance accueille les administrateurs réunis pour le conseil d'administration. Ils viennent de s'exprimer en masse pour quitter la Confédération du Crédit Mutuel à 97,7% des caisses locales en Bretagne. Un raz-de-marée qui ravit le président du groupe Arkea. Pour lui, la route est tracée. Ce qui nous reste à faire, c'est de bâtir avec les autorités bancaires le schéma de sortie. Ce sont des questions techniques et nous avons un certain nombre de propositions à faire aux régulateurs, aux superviseurs, donc à la Banque de France et à la Banque Centrale Européenne, pour mettre en œuvre maintenant cette séparation, puisque c'est de ça dont il est question. Ce vote fait suite à des séances de débat passionnés pour ou contre l'indépendance, alternative à une recentralisation du Crédit Mutuel.
Les détracteurs de Jean-Pierre Denis n'en démordent pas, il s'agit d'une fuite en avant suicidaire pour Arkea. Les risques sont énormes. D'abord, perte de la marque Crédit Mutuel, perte du statut mutualiste, crainte très forte sur la pertinence financière du projet, doute sérieux des autorités de régulation bancaire sur la validité juridique du projet. Les syndicats, eux aussi, craignent la perte du mutualisme. On sait bien que les caisses locales, les administrateurs sont pour que notre banque reste vivre ici et nous aussi. Nous aussi, c'est très clair. Et par contre, là où nous on attend des choses beaucoup plus concrètes, c'est sur le fait d'être une banque coopérative mutualiste. C'est quel modèle aujourd'hui ? Aujourd'hui, on n'a pas de projet qui a été proposé, on l'attend. On l'attend, donc ce vote, c'est un vote sur une intention. Les questions de technique bancaire dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines n'ont absolument rigoureusement rien à voir avec la question du statut de banque coopérative et mutualiste. Et ce statut ne sera pas remis en cause en quoi que ce soit. L'enjeu est de taille, avec pour la Bretagne plus de 3000 salariés et 1 800 000 sociétaires. Le groupe joue son avenir. Yannick Arlegotte, est-ce que vous avez signé cette pétition justement réclamant l'indépendance du Crédit Mutuel Arkea Bretagne ? Je n'ai pas signé cette pétition, ça ne veut Pourquoi ? pas dire que je ne me suis pas intéressé au dossier. Je suis extrêmement chagriné. Voilà une affaire, je dirais, privée, qui relève en tout cas de l'interne d'une confédération. Et on nous demande de prendre position sur un sujet extrêmement technique. Le sentiment régional est pris en otage, selon vous, dans cette histoire ? Je ne l'espère pas. Je ne l'espère pas, mais je note qu'il y a eu 6000 personnes à Paris. Avec d'autres députés, j'ai eu l'occasion d'écouter, d'échanger notamment avec la directrice générale déléguée il y a quelques jours. On entend les arguments et, excusez-moi, j'ai le sentiment qu'on est d'abord et avant tout dans un conflit de personnes. Et j'espère effectivement que les salariés n'en paieront pas le prix. Il y a bien sûr cette légitimité, je conclus peut-être là-dessus, à voir encore et toujours une coopérative mutualiste. Doit-elle impérativement se séparer ? En tout cas, les faits nous font dire que la réconciliation est visiblement impossible. Et je suis chagriné. Vivre, décider, travailler au pays, c'est possible selon vous, Patrick ? C'est toujours la question principale. Ouais. Vivre et travailler en Bretagne, c'est ça le point numéro 1 de ce conflit, en fin de compte, pour les salariés. Vivre des salariés. Bon, à titre personnel, évidemment, je ne vais pas parler en tant qu'élu, je ne suis pas non plus économiste, mais à titre personnel, je dirais que je comprends très bien la démarche, parce qu'elle a été justifiée par le fait que dès l'année 2011, on a éliminé le vice-président d'Arkea, qui était automatiquement un breton à l'époque. C'était toujours une tradition de désigner un breton en tant que vice-président. Et les 6 élus bretons du bureau de l'époque ont donné leur démission dès 2011. Dès lors, la crise n'a fait que s'aggraver et on n'a jamais eu de modérateur pour intervenir. Et aujourd'hui, c'est entre les mains des régulateurs, au plus haut niveau européen de la BCE. Donc vraiment, ça n'a fait que s'amplifier dans un sens que je ne peux pas commenter sur un plan économique, évidemment. Vous voulez ajouter, Jean-Michel Boulanger ? J'élargirais le propos autour du mot indépendance. Je crois que au XXIe siècle, l'enjeu qui est le nôtre à tous les domaines, et en particulier dans le cadre de l'organisation territoriale de la France, c'est de travailler sur l'idée de la relation et du fédéralisme en quelque sorte. Du contrat. Plus que des indépendances. Je crois que le XXIe siècle n'est pas le siècle des indépendances, c'est le siècle des interdépendances, donc de la relation et de la fédération, des fédéralismes, à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde. On va entamer la dernière partie de l'émission, on va parler de l'avenir justement. Il y a peut-être des pistes à explorer, des outils à utiliser pour un peu plus régionaliser la France, pour faire vraiment naître la République des territoires. Une vieille idée proposée dans un référendum par le général de Gaulle, c'était en 1969. Petite séquence archive, on va le réécouter. Il s'agit d'apporter à la structure de notre pays un changement très considérable. C'est beaucoup de faire renaître nos anciennes provinces, aménagées à la moderne, sous la forme de régions, de leur donner les moyens nécessaires pour que chacune règle ses propres affaires, tout en jouant son rôle à elle dans notre ensemble national, d'en faire des centres où l'initiative, l'activité, la vie s'épanouissent sur place.
Patrick Maillot, on a l'impression que ça n'a pas beaucoup évolué. vous Il y a eu vous les rendez grandes compte lois de 1982, mais depuis... Vous vous rendez compte que les propos du général de Gaulle remontent au 2 février de 1969, ouais. c'est-à-dire 50 ans. C'est hallucinant. Or, on est pratiquement dans un projet de dévolution des pouvoirs. Pratiquement de dévolution des pouvoirs, qui sont loin d'être appliqués. On est en retrait. On a raté la réunification de la Bretagne avec le pays nantais il y a quelques années. Sur le plan de l'éducation, nos jeunes Bretons ne connaissent pas l'histoire de la Bretagne. Elle ne leur est pas bien enseignée. Sur le plan de l'audiovisuel, au niveau de la fiction romanesque, par exemple, on n'a jamais pu produire un Braveheart, forcément, faute de moyens et de budget. Quand on voit qu'actuellement en Écosse, par exemple, BBC Scotland va lancer une émission, enfin un programme maintenant, une chaîne autonome, publique, avec 36 millions d'euros à la clé. Alors justement, les pistes à explorer, il nous reste 2 minutes avant la fin de l'émission. Yannick Carlogotte, il y a le droit à l'expérimentation aujourd'hui qui est reconnu dans la Constitution. Est-ce que les collectivités locales l'utilisent assez, ce droit à l'expérimentation? Écoutez, on a quelques exemples au niveau de la Bretagne, bien sûr, mais j'ai envie de dire non. Et j'ai envie de rebondir en vous disant que la semaine prochaine, au Conseil des ministres est présenté le projet de révision constitutionnelle avec le droit à la différenciation qui, très vite, va pouvoir permettre aux collectivités de porter des compétences qui, naturellement, ne sont pas les leurs, mais portées par d'autres. Alors justement, Jean-Michel Le Boulanger, il y a un groupe de travail qui s'est constitué au Conseil régional. Oui. Concrètement, vous allez tester ce droit à la différenciation sur quel domaine? Tous les domaines. La volonté qui est la nôtre au Conseil régional, suite à cette évolution constitutionnelle qui serait extrêmement importante. Le fait pour une région de pouvoir adapter les lois et les règlements, c'est sans précédent dans notre histoire institutionnelle. Encore faut-il que Bercy, encore faut-il que les plus hautes administrations jouent le jeu. La volonté de la région Bretagne, et cela a été dit au Premier ministre, c'est de signer un pacte girondin avec le gouvernement. Un pacte girondin dans tous les domaines de la vie publique où nous pouvons justement aller au-delà des expérimentations qui jusqu'alors étaient permises pour s'engager sur le chemin de la différenciation. Les mois à venir nous diront jusqu'où nous pourrons aller. Et nous pourrons aussi, peut-être aussi, les Bretons pourront aussi dessiner l'avenir de leur région grâce notamment à la Brescope qui va être lancée, une grande consultation où les Bretons vont pouvoir imaginer leur région de demain au niveau de l'habitat, du climat et de la biodiversité. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation pour ce débat consacré à notre identité. Avant de nous quitter, je vous renvoie quand même à un ouvrage très intéressant qui vient d'être publié. On le doit au géographe Yves Le Bailly et à Jean-Claude Le Ruyet. Il est intitulé « Où va la Bretagne ?» Là aussi avec un point d'interrogation. Il s'est publié aux éditions Skolvraise. Vous y retrouverez une réflexion, une analyse complète sur le devenir de notre région. La semaine prochaine, Dimanche en politique retrouve sa formule habituelle. Nous recevrons Aymeric Salmon, conseiller régional Front National et candidat à la mairie de Rennes aux prochaines élections municipales. En attendant, vous pouvez toujours venir ici à Saint-Brieuc pour suivre les dernières heures du festival Aroc, Orelsan, Petit Biscuit ou bien encore l'excellente Juliette Armanet, grande gagnante des dernières victoires de la musique, sont encore à l'affiche. Merci pour votre fidélité. Passez tous un excellent week-end.